Je pense qu'il y a un moment où tout le monde va se rendre compte de l'argent qu'on peut faire, et je pense que c'est déjà en train d'être le cas. Ouais. Ça commence. La Thaïlande est probablement en train d'expérimenter ce qu'il y avait dans les années 80, peut-être en France, en Suisse. Pleine croissance, des biens immobiliers pas chers, Ouais. qui étaient prêts à prendre des pourcentages pas permis, C'est qui même ont insolent. C'est insolent. depuis quadruplé de prix. Et maintenant, c'est un peu trop tard pour y investir. Je pense que ce sera un jour trop tard pour investir en Thaïlande aussi. Il y a un potentiel de malade mental, il y a une demande de fou. Et il y a encore des coûts qui sont très bas et une légèreté administrative aussi qui est très bonne finalement, globalement. Clairement, Mais Phuket, voilà, c'est un endroit où il y a toutes les infrastructures possibles, des bons hôpitaux, des bonnes écoles, des bonnes routes, un accès terrestre. Et puis du développement comme il n'y a pas en fait. Il y a une croissance dans le tourisme qui est exceptionnelle. Je vais te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaisseraient pas, à savoir que tu es apparu très récemment sur le podcast d'un de nos amis, Théophile. Donc certains te connaissent, ils aiment bien un petit peu suivre sur tout ce qui se passe dans l'immobilier en Thaïlande, l'expatriation, etc. Monsieur Cyril Valoton, à 16 ans, tu lances ton premier business en organisant des événements festifs. Ensuite, pendant tes études, tu crées une marque d'alcool que tu revends à une grosse boîte à la fin de ton cursus. Et du coup, à la suite de ça, tu quittes la Suisse et tu viens t'installer en Thaïlande. À ce moment-là où je t'ai rencontré, il y a peut-être plus ou moins 3-4 ans. Ouais, Si je pas pense de bêtises, 4 pendant ans. le Covid à peu près. Ouais, pendant le Covid, Ouais, je c'est pense dans ça. ces eaux-là, c'est juste. Ouais. Et ensuite, du coup, tu utilises l'économie, l'argent que tu as fait avec la revente de ce petit business, qui est quand même un bon business lancé en début de carrière. Donc là, tu arrives et tu te formes à fond sur la bourse et le trading. Je connais un petit peu ce parcours parce que du coup, on se fréquente depuis tout ce temps-là. Donc très bon business. Les profits que tu as générés, ils te permettent de mettre une grosse patte dans l'investissement en Thaïlande. On détaillera un petit peu au fil de ce podcast les endroits, ton expertise, etc. Et voilà, aujourd'hui, actuellement, tu es basé à Phuket. C'est ça. Et demain, tu pars pour le Japon pour des petites vacances. Voilà, Exact. on a fait une petite intro. Moi, je te connais du coup depuis 3-4 ans. Tu es un poteau fiable, fidèle, que je connais bien, avec qui j'ai vu un petit peu tous les côtés. On a fait un peu les 400 coups ensemble. C'est réciproque. Moi, ce que je vois de ta personnalité, ce que je retiens en termes de skill set, c'est que tu as une data analytics de malade. Typiquement, ton profil, c'est d'arriver à savoir si un bien, par exemple, est rentable ou pas. Et en fait, tu montres des PDF que tu as fait en calculant et tout. Et bref, c'est insane. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que toi, du coup, tu es dans l'immobilier en Thaïlande. Il y a d'innombrables choses qui sont dites sur l'immobilier en Thaïlande, l'investissement, les scams. Il y a plein sur YouTube d'histoires de mecs qui ont perdu leur argent. Des mecs typiquement qui se sont mis en couple avec certaines femmes qui avaient la maison à leur nom. Certains types de femmes. Et certains types d'hommes. Ouais, voilà, tu vois, il y a plein d'histoires. Et je trouve ça super intéressant de t'avoir dans le podcast parce que je sais que tu es une base de données vivante dans le domaine de l'investissement, de l'immobilier en Thaïlande. On va t'éponger en termes d'infos là-dessus. Fais-toi plaisir. Si ça peut éviter les embrouilles à d'autres. Bah ouais, carrément. C'est l'objectif. Je veux que les gens ils écoutent ce podcast et qu'ils disent putain, on apprend des bonnes choses, c'est cool. Et du coup, avec toi ici, ça va être top. Pour en revenir du coup à cette partie investissement, moi je sais que du coup tu as investi à Koh Samui et à Phuket. C'est ça. Koh Samui, tu as investi en partenariat, en association avec Yann, qui va apparaître dans le prochain podcast. Je pense qu'on pourra lui laisser l'honneur de présenter un petit peu ce projet la prochaine fois. On va lui laisser de quoi parler. Ouais. Et du coup, toi aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du marché de Phuket, de ton expérience là-dedans? Qu'est-ce que tu as fait à Phuket? Qu'est-ce que tu connais un petit peu de Phuket? Avec plaisir. Ce que je vais dire, c'est pas, je vais pas faire le guide touristique du coup. Je vais parler purement optique, investissement immobilier. Ouais, data analyse. C'est mon expertise. Vas-y. Et je vais essayer aussi de garder les choses un peu simples et pas de balancer les chiffres non plus. Mais en gros, dans mon ancien job, je devais faire des analyses de marché. Je devais chercher à identifier les zones où il y avait de la croissance. Donc, pour simplifier un peu, tu étudies l'offre, la demande. En gros, tu regardes qu'est-ce qu'il y a disponible sur le marché, à quel prix et combien de personnes viennent pour acheter ça. Et pour avoir ces informations-là, tu regardes un peu la croissance du tourisme, le nombre d'habitants, combien de biens sont en développement. Tu regardes un peu l'évolution des prix de manière historique, les projections futures, est-ce qu'il y a des développements d'infrastructures, etc., qui sont prévus pour l'avenir. Et Phuket, c'était, c'est toujours d'ailleurs, mais c'est full package. Il y a toute la checklist est liée pour investir. C'est une presqu'île, il y a une route, donc tout est facile d'accès pour la construction et pour les gens aussi du coup.
Donc ça, déjà, c'est une chose qui en fait permet que ce soit pas autant isolé que Koh Samui, ce qui donne énormément d'avantages. Les coûts de construction sont beaucoup plus bas à Les coûts Phuket. des billets d'avion, rien à voir, mais En plus, aéroport international qui est complètement ouvert. Tu peux voler directement depuis Dubaï. Du coup, pour les Européens, c'est 2 vols et ils sont déjà à Phuket, comme s'ils allaient à Bangkok. Ça, c'est pas le cas de Samui, c'est un aéroport privé. Je vais pas démonter Samui, parce que j'y ai investi et j'aime Samui aussi, mais pour des raisons différentes. Mais Phuket, voilà, c'est un endroit où il y a toutes les infrastructures possibles, des bons hôpitaux, des bonnes écoles, des bonnes routes, un accès terrestre. Et puis du développement comme il n'y a pas en fait. Il y a une croissance dans le tourisme qui est exceptionnelle et on voit aussi en fait que Phuket de manière générale, donc la province, parce que la Thaïlande est divisée en provinces comme en France, vous êtes divisé par les départements, comme nous on est divisé en cantons en Suisse, en cantons. Et la province de Phuket est une bonne province qui a une bonne vision business sur les choses aussi. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles pendant le Covid quand tout était fermé et qu'on pouvait plus venir en Thaïlande, Phuket, ils avaient isolé l'île et ils laissaient n'importe qui venir. C'est vrai. Et tu vivais sur Phuket en plein Covid, mais t'allais en boîte de nuit, tu t'amusais, etc. Tu faisais 2 PCR. Et après, on fait 2 PCR en une semaine et à prouver que t'étais clean, et ils te laissaient entrer dans la Thaïlande. Et c'était la porte d'entrée de la Thaïlande. Et pendant que toute la Thaïlande était en train de crever, que Samui faisait rien, que plein d'autres endroits faisaient rien, Phuket avait déjà trouvé sa solution. Ils sont tellement réactifs et actifs pour toujours pousser vers l'avant, que j'ai toujours vu que c'était un bon endroit pour investir parce que que de la croissance. Chaque année, les prix sont 10, 20, 30% plus hauts. C'est grand aussi, on peut dire. Franchement, c'est grand. Il y a de l'espace. C'est grand et il faut pas voir Phuket comme un endroit. Enfin, c'est un ensemble d'endroits aussi. C'est que des fois, les gens me posent des questions. Ah, Phuket, là, en parlant de Patong, etc. D'ailleurs, tu connais très bien Phuket, mieux que moi. C'est éparpillé différemment. C'est ça, les types de personnages, les types de profils de gens qui vont là-bas, c'est éparpillé différemment. On a différentes cultures. On sait qu'il y a beaucoup de Russes qui sont allés s'expatrier à Phuket. Tu sais quoi un petit peu ton retour là-dessus? Les zones, les types de profils, les Russes, etc. C'est quoi ton retour sur ça? Vu que tu vis en plus. Phuket, à peu près cette forme. T'as l'aéroport qui est plus ou moins au nord. Sur la côte ouest, du coup, il y a un peu toutes les grandes plages touristiques. Ça commence par Bang Tao, ensuite Kamala, ensuite il y a Patong, Karon Kata, etc. Tout ce qui est sur Bang Tao, c'est plus expatriés riches ou tourisme un peu plus calme, qui va plus au beach club qu'en boîte de nuit. Beaucoup de familles, c'est assez luxueux, beaucoup de très très bons hôtels, très très bons restaurants. C'est propre, moi c'est le retour que j'en ai eu. C'est que j'ai vécu dans le sud de la France, quand j'étais à l'armée notamment à Toulon, et je conduisais pas, j'étais à pied de nuit. Et je voyais les rues, les trottoirs, les lumières. J'avais l'impression d'être dans le sud de la France. C'était super beau, propre, etc. Je pense que t'allais à Laguna, où t'as carrément les petites routes avec les pelouses. C'est exactement les trottoirs, ça, les buissons. avec les pelouses et tout. Et c'est magnifique. Il y a les petits lacs partout et tout ça, c'est en bord de mer. Ça, c'est Bang Tao. C'est un peu la destination, on va dire, stylée de Phuket. Grave, ouais. Ensuite, au sud, juste en dessous de Bang Tao, il y a Kamala. Kamala, c'est la plage qui est avant Patong. C'est, on va dire, une moyenne entre Bang Tao et Patong. C'est un peu fêtard, mais pas à 100% non plus. C'est déjà plus tourisme chill et moins fancy, mais ça reste cher et quand même sympa. Kamala, c'est un peu beach club, hôtel de luxe, et c'est très musulman. Du coup, il y a aussi un peu une culture différente. Quand tu compares à Bang Tao, c'est assez fou, mais les choses évoluent tellement vite à Phuket quand tu te déplaces. Et après, tu descends au sud à Patong, et là, c'est gros tourisme de fête. Bordel. C'est les gens que... nous on arrive en Thaïlande, on aimait faire la fête aussi. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus trop envie de fréquenter ce genre d'endroit. C'est vrai, ouais. Mais voilà, Patong, c'est les bars à filles, les boîtes de nuit, la fête. C'est un peu crade, quoi. Enfin, c'est la jungle. Ouais, quoi. moi, personnellement, je trouve honnêtement que c'est crado. C'est crado, ouais. Après, c'est très bien. Moi, j'aime bien le côté crado de la Thaïlande. C'est fun aussi, ouais. C'est ce que j'aime, c'est la transparence. Voilà. C'est comme ça. Mais du coup, les gens, des fois, ils me disent « Ah, t'habites à Phuket, mais gros, comment tu fais ?» Patong, tout, ça va être le bordel, Patong et tout. Non, mais j'habite pas du tout là-bas, en fait. Et ça me prend 1 heure d'y aller en voiture, en fait. Tu vois, c'est les grandes distances. Et là, donc, je parlais que de la côte ouest. Et t'as la partie sud où il y a Rawai et Chalang qui sont assez populaires aussi. Et là, c'est plus expat ou alors locaux qui habitent. Il y a aussi du tourisme. Il y a énormément de tourisme autour du sport et du Muay Thai de manière générale. C'est joli aussi comme destination. C'est un peu plus citadin. Il y a Phuket Town. Je suis pas un expert de l'immobilier là-bas, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. Le seul truc moi qui me bloque un peu, c'est la distance avec l'aéroport. Et pour moi, c'est pas les plus beaux terrains qui existent à Phuket. Et je pense pas qu'il y ait pour l'instant de développement futur qui m'indique un fort potentiel de croissance, même si c'est une très jolie zone. Et puis après, il y a la côte est qui est pas encore développée, qui est en fait du coup côté
côté Vieille-Ville, petites non îles. Vieille-Ville, c'est entre, on va dire, entre le sud, c'est proche de c'est sur la côte ouest aussi en soi, Ok. absolument. Et moi, j'habite plus sur la côte ouest, mais plus au nord. Et Kepiamous ça s'appelle, et ça, par exemple, c'est un endroit très calme où il y a soit des locaux, tu es en bord de mer, tout le monde pêche, etc. Les gens sont super sympas, soit des familles qui habitent et il y a pas trop de monde. On y était allé d'ailleurs ensemble quand on était à Phuket, dans ta villa d'ailleurs. On était allé à l'ancienne ville de Phuket, enfin la Phuket. Ah oui, on était descendu à Phuket Town. Je me rappelle, je pense qu'on était allé dans la meilleure glacerie de Thaïlande dans laquelle j'ai mangé. Il y avait des glaces trop bonnes. Ah, je me rappelle. Oui, oui, c'est juste, ouais. C'est juste, bah ça, c'est Phuket Town, ouais, justement. C'est vrai que c'est un peu plus, bah c'est un peu la ville en fait. C'est la ville à Phuket, en gros. Donc voilà. Après, s'il y a des personnes qui s'intéressent à l'investissement immobilier en Thaïlande à Phuket, les zones moindres dans lesquelles je me concentre le plus, en fonction de la data et des chiffres que je lis, bah, c'est tout ce qui est dans le district de Talang, à savoir, on va dire, la moitié de l'île qui est au nord. Et dedans, il y a Bang Tao, il y a toutes sortes de sub-districts et de zones qui sont hyper intéressantes pour l'investissement. Ok, bah du coup, c'est bon, on a un bon profil de la ville de Phuket, enfin de l'île de Phuket, pardon. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Ça fait longtemps que je suis en Thaïlande et j'avais jamais vraiment trop accroché. Parce que aussi, je me fiais à la vie d'autres. Et j'y suis allé. Tu m'as présenté un petit peu ton investissement d'ailleurs. On pourra en parler parce que c'était une sacré chantier quand j'y étais. Mais un beau chantier, on peut le dire. Mais je t'ai vu sous un autre angle, tu vois. C'était marrant. C'est vrai, ouais. Tu dormais dans un chantier. Ouais, bon, franchement, ça va. Hein, c'est pas. J'ai dormi 3 mois dans ce chantier. On n'a pas à se plaindre, hein, franchement. C'est clair. Non, c'est clair. Pas du tout. Du coup, ouais, dis-nous en plus là-dessus. C'est quoi est-ce qu'on va directement là-dedans? J'avais demandé, parce que je peux parler 4 heures de ça, comme tu veux. Ouais. On peut soit parler optique investissement, pourquoi j'ai acheté ça, on peut parler aussi. Clairement, vas-y, go. De toute façon, comme je t'ai dit, c'est roue libre. Ouais. Avant de parler de comment tu as développé ça, comment t'en es arrivé du coup à investir en Thaïlande, ça a été quoi tes portes d'entrée pour l'investissement en Thaïlande aussi? Je pense ma première expérience professionnelle, vu que j'étais dans l'hôtellerie, je regardais des performances d'hôtels à gauche à droite. Mm-hmm. Et je me disais, mais what? La moyenne de ce que je voyais en Thaïlande, c'était littéralement les chiffres dans les hôtels les plus performants que tu puisses trouver en Suisse, en termes de taux d'occupation, etc. Et je me disais, waouh, c'est un marché, mais en fait touristique surtout, qui est exceptionnel, la Thaïlande. Il y a un potentiel de malade mental, il y a une demande de fou. Et il y a encore des coûts qui sont très bas et une légèreté administrative aussi qui est très bonne finalement, globalement. Ouais. C'est facile. Et donc, je pense que tu peux aussi imputer, entre guillemets, l'hôtellerie à l'immobilier quand tu fais la location à court terme. Mm-hmm. Donc, quelque part, c'est en lien. Acheter une villa, faire la location à court terme, c'est très similaire à rentrer dans le marché hôtelier. Et donc, je voyais ces chiffres d'hôtel et c'était assez logique que c'était une très très bonne idée d'investir en Thaïlande, que la Thaïlande est probablement en train d'expérimenter ce qu'il y avait dans les années 80 peut-être en France, en Suisse. Pleine croissance, des biens immobiliers pas chers, qui étaient prêts à prendre des pourcentages pas permis, c'est insolent. Depuis quadruplé de prix. Et maintenant, c'est un peu trop tard pour y investir. Je pense que ce sera un jour trop tard pour investir en Thaïlande aussi. Et je me suis rendu compte que j'étais dans cette bulle, entre guillemets, dans ce moment de full croissance, avec plein de biens immobiliers à vendre pour des prix très raisonnables par rapport à leur potentiel de revenus. Et donc, je regardais les prix des villas à gauche, à droite, et puis je suis tombé sur celle-ci parmi plusieurs options. Et il s'avère que je faisais un peu des projections sur les potentiels de revenus locatifs et je me disais waouh, enfin, en comparaison au prix d'achat, j'ai bien compris que j'allais faire une bonne affaire. Et puis après, il y a aussi la plus-value. Forcément, quand tu as une villa qui est en location depuis 2-3 ans et que tu sais quel est son revenu, tu peux vendre la villa à partir de ses revenus. Comme tu fais en fait en SEO quand tu vends un site web. C'est la même chose. Tu vends en fonction des profits. Alors c'est vrai que quand tu achètes une villa, tu t'achètes pas en fonction des profits quand tu achètes off-plan parce que elle n'existe pas encore. Mm-hmm. Et donc le promoteur te fait plus un prix qui est basé sur l'estimation de ce que lui a coûté le terrain, la construction et ses profits. Et si tu compares ça en fait en Thaïlande avec le potentiel de revenus locatifs, des fois tu trouves des pépites. Et je suis tombé sur un truc où je me suis dit que c'était juste exceptionnel et puis c'est pour ça que je suis allé de l'avant, quoi. Magnifique. Et du coup, le deal s'est fait. Tu peux nous dire, là, pour directement nous spoiler, en termes de data, c'est quoi la villa que tu as achetée? En combien de temps elle est remboursée? Tu as dû faire ces calculs-là. Si tout se passe bien, tu as fait un calcul
top et un calcul moins bon, je suppose. On fait tout ça quand on fait un investissement. On essaie de voir le calcul si le pire arrive et puis le calcul si tout se passe bien. C'était quoi un petit peu les projections? Tu dis pour que les revenus locatifs payent l'entièreté de la villa, c'est ça? Je pense, après je suis peut-être un peu optimiste, mais 5 ans, à mon avis. 5 ans, c'est plus ou moins les calculs qu'on a fait avec mon frérot qui fait ça à Tahiti et qui veut venir s'installer en Thaïlande aussi. En location à court terme, hein. C'est vraiment quand tu fais du tourisme. À court terme. Et on a calculé ça en Airbnb Booking. En vrai, en 5 ans, tu rentabilises ton investissement. Ça paraît assez fou, ouais. C'est n'importe quoi. Ça paraît assez fou. Le truc, c'est qu'en Thaïlande, justement, des fois, quand je dis aux gens, ouais, on peut faire du 20% de retour sur investissement, on me regarde comme un scammer. C'est ça, ouais. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle c'est possible, c'est simplement parce que en Europe, le marché est ultra liquide, entre guillemets, et organisé et stabilisé. Tu peux comparer n'importe quelle maison sur le marché de manière extrêmement transparente et facile. Et tout est vendu dans un retour sur investissement, je sais pas, de 3-4%, quelque chose comme ça. Et en fait, les prix sont très logiques en Europe et suivent une certaine stabilité de marché parce qu'on sait très bien quel est le potentiel de quoi tout le temps. Alors que quand tu es dans un pays en full croissance comme la Thaïlande où ça construit de tous les côtés, on ne sait pas trop de quoi va être fait demain. Il n'y a pas tout qui est rassemblé dans les mêmes plateformes où tu as une visibilité sur l'entièreté du marché. Et en fait, des fois, tu trouves des biens immobiliers qui sont finalement rien d'autre que le coût de construction, le coût du terrain, qui se retrouvent dans un endroit où il y a des touristes qui viennent et qui sont prêts à payer 1 500 € la nuit pour une maison qui est belle mais qui est pas exceptionnelle non plus, quoi. Ça me l'a déjà fait, hein. Moi je t'entends te couper. J'ai déjà loué des baraques bien, tu vois, mais pas fou, pour 300 € la nuit. Et j'étais là. Mais imagine, après tu sais qu'en Thaïlande ça coûte même pas 500 € de construire une maison. Ah ouais. Pardon, par mètre carré. Ouais. Non, j'allais Donc, dire. Ouais. T'as une petite maison de 100 mètres carrés qui du coup te coûte à peu près 50 000 € à la construction. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ça tient. Ouais, c'est 50 000 € en Thaïlande, une petite maison comme ça. 200 mètres carrés, ça le fait, tu vois. Et 200, pas de 200, 100. et 100 mètres carrés à 50 000 €, plus le terrain, tu vois, tu te retrouves peut-être à un maximum 100 000 € au total. Ouais, et puis petite piscine, tu rajoutes 20 000, non même pas. Tu rajoutes 5-10 000 € une petite piscine et la value, elle augmente. Et après, tu mets ça, si tu fais des belles photos et que l'ameublement est bien fait, que ça rend bien sur Airbnb, t'as des gens qui vont réserver à partir de ces photos depuis l'autre bout du monde pour leurs vacances à 400 balles la nuit. Et oui, tu vas faire des retours sur investissement de 15-20%. C'est fou, c'est fou. Franchement, il y a vraiment un potentiel. Avant d'aller, je grille un peu les étapes, mais c'est quoi ta vision là-dessus sur ce marché sur le long terme? Je pense qu'il y a un moment où tout le monde va se rendre compte de l'argent qu'on peut faire, et je pense que c'est déjà en train d'être le cas. Ça commence, et ça implique que forcément les prix augmentent. Et je pense pas que pour toujours, enfin, on va pas pouvoir faire du 15-20% pour toujours, ça c'est sûr que non. Il y a un moment où il y aura trop de monde et ça sera plus 5 ans pour rentabiliser une baraque, ça sera 10 ans, tu vois. Absolument. Je vois déjà en fait maintenant des villas de 4 chambres que justement moi j'ai eu pour entre 3 et 400 000 €, ça fait plutôt 400. Qui aujourd'hui en fait sont à 1 million d'euros, à peu près l'équivalent. Tu vois. Elles arrivent sur le marché, je me dis il y a personne qui va acheter ça, et ça se vend. Et en termes de potentiel de revenus locatifs, c'est à peu près pareil, tu vois. Et si ça continue comme ça va finir à 1,5 million, 2 millions, je sais pas ce que ça peut devenir dans 10 ans. Au bout d'un moment, les gens vont pas non plus payer leur nuit à 5 000 €, tu vois. Donc je pense que les prix vont croître, les prix de l'immobilier vont croître plus vite que les prix des nuits d'hôtel et de la location, et que forcément les retours sur investissement vont baisser. La corrélation va être un peu plus correcte entre guillemets. Exactement. Et un jour les prix seront ajustés au marché, et puis on fera du 5-6% partout. Et je pense que ce sera ça l'avenir de Phuket, comme n'importe quelle zone sur Terre. Il y a une bulle, et puis après ça stabilise, et puis après tout le monde est au courant de l'endroit, du potentiel. Le marché est organisé, assez liquide, et puis c'est là que tu fais plus trop d'argent, quoi. J'ai vu des vidéos sur YouTube entre guillemets d'experts, de gens qui sont dans l'immobilier en Thaïlande, et il y en a beaucoup qui disent ouais c'est une bulle machin, mais tu peux pas faire éclater une bulle comme celle qu'il y a eu aux États-Unis. En fait, ceux qui ont subi la bulle, c'est ceux qui ont fait des mauvaises gestions d'investissement, ceux qui ont trop acheté par exemple et qui avaient un mauvais contrôle du coût crédit et de ce qu'ils devaient payer à la banque. Mais si tu as un bon cost management, et en Thaïlande t'investis avec ton argent. Exact.